Bon alors, voilà. Là, ça va là? Là, t'es bien là? Ouais, là, t'es bien. Ah, toi, t'es classe. Ah, hein? T'es grande classe, grande classe. Oh, bienvenue! Bienvenue dans Deep Impact. Bienvenue à toi Arnaud aussi. J'allais t'oublier quand même, c'est honteux ce que je fais. Salut Benoît. Ben oui, parce que, et en plus c'est notre premier en live. Ouais. J'adore l'idée. Ça y est, on va enfin pouvoir être en interaction avec vous, ça va être génial. Posez vos questions, bien évidemment, n'hésitez pas, vous allez voir, on a toute une organisation pour faire en sorte qu'on puisse discuter ensemble et que vous puissiez vous incorporer dans notre discussion. N'est-ce pas Arnaud? On est d'accord. On est d'accord. C'est le principe. Bah oui, c'est le principe. Alors, on commence tout de suite en vous rappelant un petit peu les thèmes que nous allons développer aujourd'hui. Non? Bah oui, t'es tellement carré. Mais parce que t'es trop carré, tu vois. Alors, on va commencer tout de suite avec qui vous a le plus impressionné lors de cet Open d'Australie 2019, le premier grand chelem de la saison, Djokovic ou Osaka? La question peut se poser, effectivement. La next-gen, est-ce qu'elle va devoir encore se cantonner au second rôle tout au long de cette saison 2019? Alors, je peux vous dire que quand j'ai dit ça, Arnaud il m'a dit tout de suite « Oh là là, attention, ils ont commencé très fort ». Donc on va voir, on va en discuter. Et puis on terminera avec Lucas Pouille. Est-ce que ça y est? Est-ce qu'on sent là qu'il est prêt pour faire son entrée durablement dans le top 10? Ça, ce serait pas mal quand même, hein? On va voir. On a de quoi discuter déjà pendant au moins 3 heures. Donc, on va essayer de ne pas faire trop long non plus. Et puis, on vous rappelle, qu'est-ce qu'on a d'autre à... Ah, on a aussi des petits cadeaux. Oui, s'il vous plaît, Arnaud. Alors voilà, le but du jeu, c'est qu'il faut que vous partagiez cette émission. Hein, partagez cette émission, bien évidemment. Et puis à partir du moment où vous la partagez, on fera un petit tirage au sort avec notre community manager. Et puis, vous gagnerez une de ces casquettes dédicacées. Alors, il y a Simona Alep, ça c'est sûr. Ouais, okay. Et puis dans l'autre, on ne vous dit pas, c'est surprise. D'accord? Mais n'hésitez pas. Hein. Ce sera tiré au sort, donc partagez. Alors, je vous rappelle que, bien évidemment, on vous attend. Vous pouvez venir quand vous voulez. Parlez-en autour de vous. Rejoignez-nous sur la page Facebook d'Eurosport, bien évidemment. Et puis, vous pouvez vous inscrire aussi sur le groupe Home of Tennis pour qu'on puisse parler comme ça tout au long de la saison, tous les mardis à 13h. Tennis, page blanche. C'est pas merveilleux, ça? C'est merveilleux. On y va. Allez, c'est parti. Bonjour à vous, messieurs. La voix The Voice. The Voice. Déjà beaucoup de monde sur votre live. Alexandre Lecomte qui dit fidèle au poste, Benoît. Alexandre Lecomte, bien sûr. Voilà, Christophe qui dit Obésix a fondu. Ça va te mettre à l'aise. C'est Julien Varlet, Obésix. Oui. Voilà, oui. Alors oui, là, c'est pas pareil. Ignace et Mathieu qui vous disent bonjour, messieurs. Super. Commençons avec le premier thème. Déjà, bonjour à tous et à toutes, parce que je sais que vous êtes pas mal aussi de filles qui s'intéressent à ce tennis et notamment au tableau du simple dame à l'Open d'Australie. Ça a été pas mal. D'ailleurs, on va en parler tout de suite avec ce premier thème. Moi, je te pose la question comme ça, toute go. Qui t'a le plus impressionné sur cet Open d'Australie? Djokovic ou Osaka? Donc il faut choisir, il faut trancher. Vas-y. On va argumenter, on va débattre. On peut, voilà. Non, mais en fait, je suis, comme tout le monde, absolument émerveillé par le niveau de jeu qu'a pu atteindre Djokovic, d'un point de vue tennistique pur. C'est un récital, c'est un chef-d'œuvre. C'est ce qui s'est passé sur les 2 derniers matchs. C'est hallucinant. Alors on va pas parler de Nishikori, puisque Nishikori a abandonné en plus. On parle des 2 derniers matchs. Mais les 2 derniers, demi-finale. Jusque-là, il fait le taf, il est sérieux, il sert le jeu au bon moment, on sait qu'il est capable d'élever son niveau de jeu. Mais sur les 2 derniers matchs. Mais excuse-moi, t'as pas eu peur tu vois, c'était quand même un petit peu sinusoïdal, un petit peu ses performances. Shapovalov, 3e tour où il perd un set, 50 fautes directes contre Medvedev qui l'a poussé vraiment physiquement. On n'était pas trop sûr à ce moment-là. Non, exactement. C'est pour ça qu'avant cette finale, je sais pas, moi en tout cas, j'imaginais bien Nadal le bousculer, voire remporter cette finale. Donc c'est pour ça que je me suis levé comme beaucoup en me disant on va assister à une finale dantesque, épique, et finalement ça a fait pchit. C'est-à-dire que très rapidement on a vu le sentiment d'impuissance ça a été dingue de Nadal, et finalement ça a relativisé aussi un petit peu la défaite de Lucas 2 jours plus tôt, où on s'est dit il a pris une fessée, il est passé à côté. Non, les joueurs passent pas à côté. C'est, je crois, Djokovic qui a proposé un tennis hors norme. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour les démantibuler? Moi, je paraphrase Laurent Verne qui dit il joue pas avec une raquette et avec des balles. Il joue avec un compas et avec une équerre. Tellement c'est précis, tellement c'est juste.
c'est fou à quel point. Et puis la confiance retrouvée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune réflexion, tout est naturel, tout se passe comme si à un moment donné, ça avançait tranquillement, enfin, sans jamais se poser la question de savoir quoi faire. Alors là, quand vous arrivez à cet état, c'est l'état de grâce. Alors qu'on est quand même sur la fin d'un tournoi du Grand Chelem. La pression est monumentale. Là, il y a des enjeux énormes. Évidemment qu'il va chercher le 15e pour dépasser vraiment Pete Sampras. D'ailleurs, on va vous montrer ça. On va vous montrer ça parce qu'à un moment, c'est vrai que ces chiffres sont tellement dingues. Arnaud, viens avec moi. Voilà, donc, regardez bien sur les 63 derniers tournois du Grand Chelem. C'est-à-dire depuis la première victoire de Federer à Wimbledon en 2003. Vous avez donc maintenant Federer avec 20 titres, vous avez Nadal avec 17 et Djokovic avec 15. 15. Ça veut dire que là, j'ai presque envie de dire que les autres, on n'en parle même plus, alors qu'ils ont réussi à gagner des titres du Grand Chelem avec ces 3 ogres. Mais là, est-ce que tu vois Djokovic aller chercher Federer ? Ils ont cannibalisé aujourd'hui les Grands Chelems à eux 3, et c'est fou. Est-ce que je le vois aller chercher les 20 titres de Roger? Dans un premier temps, déjà, il tient à portée de fusil Rafael Nadal. Je crois que c'est quand même le premier qui va essayer d'aller chercher. Après, on ne va pas aller trop vite en besogne. On sait la difficulté quand même d'enchaîner, de gagner des grands chelems. Après, se dire, après sa défaite contre Cecchinato l'année dernière à Roland, est-ce qu'on aurait pu, j'allais dire, sans déconner, imaginer qu'il puisse en faire 3 de suite comme il vient de le faire? Est-ce qu'on aurait pu penser ça? Pas une seconde, personne. Et en rappelant, puisque à chaque fois on dit toujours que ses adversaires sont diminués, sont fatigués, ils arrivent au bout du... Mais on vous rappelle que Anderson, il l'a fusillé en finale de Wimbledon, Del Potro, 3-7 sec pareil en finale de l'US Open, et puis Nadal, donc on revient sur cette finale contre Nadal où là il a été stratosphérique. Et alors Nadal dit, j'ai peut-être manqué d'un peu de préparation pour pouvoir être meilleur en défense, globalement, mais... Ce qu'il dit surtout, c'est que vu la qualité de jeu proposée, j'étais obligé d'en mettre un peu plus, de jouer près des lignes, de forcer et donc de rater. Donc plus de fautes directes, non pas parce qu'il joue moins bien que les jours précédents, parce qu'il est obligé, parce que face à lui, il a quelqu'un qui tient sa ligne mieux que quiconque. Parce que Nadal, jusque-là, il est stratosphérique. C'est-à-dire qu'on le voit de son premier tour jusqu'à la fin de la demi, intouchable. Oui, mais il était beaucoup plus près de sa ligne de fond. Mais il peut pas. Oui, mais là, c'est le seul. Tu le voyais qui reculait. Mais Djoko, c'est le seul à tenir contre les frappes lourdes de Nadal. Et Nadal a même essayé à un moment de reculer pour peut-être se donner un peu plus de temps, parce que c'était pas possible. Il était étouffé. On avait l'impression que la balle de Nadal, qui est unique au monde, ce lift est unique au monde, on avait l'impression que c'était des frappes de moustique. Il en faisait ce qu'il voulait. Il arrivait avant. C'est-à-dire qu'il avait j'exagère évidemment, mais on a l'impression qu'il avait un coup d'avance à chaque fois, comme s'il arrivait avant que Nadal ait joué, il était déjà placé, il attendait la balle. Et il était capable de distribuer dans la direction qu'il le souhaitait. Parce qu'il faut, quand tu parles de la demi-finale et de la finale, on rappelle, contre Pouille, avec très peu de lift quand même dans sa frappe. Il est quand même très tendu sur ses frappes, Djokovic. Donc prise de risque maximum pour contrer les frappes de Pouille qui sont très lourdes, moins liftées que Nadal, mais très lourdes, très puissantes. Nadal, il y a ce lift phénoménal, avec une balle qui normalement est assez profonde. Il montait sur la table. On rappelle donc 5 fautes directes seulement contre Pouille. Et en finale d'un tournoi des Grands Chelems, 9 fautes directes. Une seule sur le deuxième set. C'est une petite faute directe. Mais c'est dingue. Mais en fait, c'est ça, c'est ce qu'il faut retenir. Je crois qu'on ne peut pas mettre ça sur le compte des adversaires un peu moins bons. C'est pas vrai. C'est lui, en fait, qui les rend moins bons. En fait, il rend les joueurs ordinaires parce que lui est extraordinaire. Et je crois qu'il ne faut pas se tromper. Je crois qu'il faut vraiment lui rendre hommage de ce côté-là et surtout pas minimiser le niveau de jeu qu'il a atteint sur au moins ces 2 derniers matchs. Oui, parce que je rappelle, sur les fautes directes de Djokovic en demi-finale, une dans le premier set contre Pouille, une dans le deuxième set contre Pouille et 3 dans le troisième set. Une honte, 3 fautes directes, une honte. Très très mauvais contre Nadal, 3 dans le premier set, 3 fautes directes dans le premier set avec la pression du rendez-vous, une comme tu l'as dit dans le deuxième set et puis 5 ensuite dans le troisième. On voit que là quand même, il sent qu'il y a ce grand chelem là qui lui tend les bras. 3-7 secs à Nadal, une correction en 2 heures. C'est dingue ce qu'il a réussi à faire. T'as d'autres stats ou pas? J'ai eu une ou 2 autres stats, bien sûr, mais je crois qu'on a une petite question. Attention, The Voice. Une question de Franck Latour qui vous demande, est-ce que Djokovic ne serait pas tout simplement le meilleur de tous les temps? En tout cas, qui a le meilleur tennis de tous les temps à contrer. Oui, oui, c'est sûr. Ah, mais c'est certain, la qualité de retour. Parce que Nadal servait très bien,
Et donc, finalement, Nadal a gagné 49% des points sur première balle uniquement. En gros, c'était 50-50. C'est-à-dire qu'une fois sur deux, quand il passait une première, il perdait quand même son service, Nadal. Alors que sur tous les matchs précédents, c'était 80%. On l'a vu, hein, on est bien d'accord, très très bon dans ce secteur, avec un pourcentage très élevé. Donc la qualité de retour et de contre, évidemment, phénoménale. À niveau de jeu, je crois, quand on compare le Big Four, alors le Big 3 surtout avec Federer et Nadal, quand il est physiquement au top, quand mentalement il est capable de faire ce qu'il a fait là, je crois qu'il est au-dessus du lot. Voilà, je crois qu'il est meilleur. Tu vois, alors Franck, question intéressante, en même temps que tu parlais Arnaud, j'étais en train de revenir non pas simplement sur cette époque-là, mais le premier qui est monté sur la table était comme ça un contreur exceptionnel, c'était Agassi pour moi. Voilà, qui s'est frotté à Sampras, mais à aucun moment tu as senti qu'Agassi dominait Sampras comme ça. Non. Jamais. Non. Pas autant. Alors que là, on a l'impression que Djokovic, quel que soit l'adversaire... Il y a une stat, je crois que Djoko, entre 2011 et 2019, finalement, il gagne plus de titres de Grand Chelem que Federer et Nadal réunis sur cette période. Oui, certainement. Donc, 2011, c'est l'année. Donc 2011-2019, il gagne plus de titres que les deux réunis. C'est donc qu'il est meilleur. À un moment donné, ça, c'est un indicateur qui est implacable. Il faut se rendre compte, là, si on part dans l'histoire du jeu, voilà, le premier vraiment qui a réussi à tenir cette ligne de fond, pour moi, c'est Agassi. Le premier un petit peu qui a réussi à le faire. Très tôt, mais avec plus de hauts et de bas. Bah oui, c'était moins régulier. Quoi. Moins constant. Alors que, et puis après, bien évidemment, ça a permis au tennis d'évoluer. Yon Tiriac l'avait dit au début des années 80, ça va devenir du tennis ping-pong, ils vont monter sur la table. C'est ce que les joueurs ont fait. Et là, tu te rends compte que Djokovic, à l'heure actuelle, il met le pied sur la ligne de fond de cours et il ne bouge plus. Alors qu'on voit que Federer, qui essaye de le faire, a beaucoup de mal à tenir cette ligne. Petit à petit, il recule, il n'arrive pas à la garder en permanence. Alors que Djokovic, jamais. C'est dingue. Alors, on a d'autres stats, et celle-là, on veut vous la montrer, parce que pour moi, elle est tout simplement dingue. Et Laurent Verne, d'ailleurs, l'avait souligné dans son papier sur Eurosport. Allez lire les papiers de Laurent, c'est complètement dingue, j'adore ce qu'il écrit. Mais le chiffre de la semaine, pour moi, c'est pas possible. C'est 84% de points gagnés sur seconde balle contre Nadal sur l'intégralité d'une finale de Grand Chelem. Ça n'existe pas. C'est ça en fait. C'est pas possible. Vous êtes en face, vous êtes sous pression tout le temps. Donc il vous fait déjouer, il vous fait dérailler. Et je crois qu'on a tendance, encore une fois, parce que j'ai pu lire et échanger à propos de la finale en disant oui mais Nadal est passé un peu à côté. Je suis pas sûr. Je crois que si c'est équilibré au départ, sauf que ce qu'il lui montre au départ, ce qu'il envoie comme signal, c'est tu vas pas pouvoir jouer. Et puis voilà. Et il y a ce sentiment d'impuissance qui s'installe. Et oui, il force, il est sous pression et il ne peut plus jouer. Et Rafa, qui est quelqu'un de très honnête, très lucide en conf de presse, après la finale, n'a absolument pas dit bon, moi, je n'étais pas prêt ou compagnie. Hein. Non. Lui, il l'a dit là, j'ai joué à Djokovic, c'est pas possible. Je ne pouvais strictement rien faire. Attention, intervention de The Voice. Petite intervention de Cyril qui nous dit ça aurait été très différent à Roland-Garros si Nadal et Djokovic s'étaient joués. À votre avis? Eh ben, j'ai presque envie de dire que non. Non, je sais pas. Je sais pas parce que la dernière fois qu'ils se sont joués à Roland-Garros, alors même si ce n'était pas le même Nadal, qui n'était pas dans une très très bonne période, mais il lui avait mis 3-7 en finissant 6-3, 6-1 sur les deux derniers. Je sais pas. Toujours est-il que c'est l'avantage de ce que vous allez pouvoir suivre sur Eurosport, c'est qu'on va vous montrer tous les Masters 1000 préparatoires à Roland-Garros. Donc bien évidemment qu'ils vont les jouer tous les deux, s'ils ne sont pas blessés, croisons les doigts pour qu'ils ne soient pas blessés. Mais voilà, Monte-Carlo, Madrid, Rome, et on arrive sur Roland, tout le monde dit Nadal est archi favori, je ne suis pas sûr. Il le sera quand même. Il le sera. Un peu moins, sur le papier. Il le sera. On va voir justement comment ça se passera sur les tournois préparatoires, même si après, au meilleur des 5, je pense que c'est un gros avantage encore pour Nadal, toujours. Donc, mais on peut pas, il ne va pas laisser les clés du camion facilement, Nadal. Je crois qu'à Roland, il est quand même chez lui. Enfin, il est plus que 11, je crois. 11 Roland. Oui, non, mais donc Djoko, évidemment qu'il aura sa chance. Et puis, il a le Grand Chelem à jouer. En plus, encore un autre enjeu. Encore une fois.
pour Djoko. Mais je crois qu'il va falloir attendre un petit peu parce que Nadal aura le temps aussi d'ici là, s'il ne se blesse pas, parce que Nadal, ça dépend que de ça, de pouvoir revenir. Et on rappelle, puisque tu l'as dit, le Grand Chelem sur 2 années. Alors il y en a qui disent c'est pas le Grand Chelem parce que c'est à cheval sur 2 années. Mais enfin, gagner les 4 d'affilée, c'est complètement dingue. Donc il l'a fait 2015-2016 jusqu'à Roland-Garros 2016 où il gagne le tournoi. Je vous rappelle que 2017, il joue pas. 2018, Cecchinato, mais il revient. Et là, vu la démonstration qu'il fait depuis Wimbledon, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Et donc, imaginez, parce que Djokovic, on n'a pas trop souligné, mais pendant la cérémonie de remise des prix, encore une fois, quand Woodbridge, qui était un peu le master of ceremony, a annoncé, voilà, Nadal extraordinaire après ses blessures, le retour et tout ça, le public enflammé, qui a acclamé Nadal et tout ça. Puis après, il dit, bon, bah voilà, Djokovic, super, il a gagné 7 titres, 7 finales à l'Open d'Australie, record absolu. Et là, 2-3 clac-clac, et le visage de Djokovic est fermé. Je pense, encore une fois, il en a marre, parce qu'il a l'impression que le public, en général, ne reconnaît pas la valeur réelle de ses exploits. C'est toujours Federer-Nadal. Et donc, encore une fois, il peut écrire l'histoire. C'est-à-dire que, bon, là, il est encore un peu en retard. Mais je vous rappelle qu'il n'est plus qu'à 74 semaines du record de Federer à la place de numéro 1 mondial. 74 semaines, c'est 1 an et demi. Sachant que ces 6 prochains mois, logiquement, il va être devant. Tu le touches quasiment pas. Parce qu'il n'a pas bien joué l'année dernière. Donc de toute façon, compliqué. Il ne bougera pas. Donc, il va en gagner. Il va encore gagner du terrain. Il peut faire une 2e fois le Grand Chelem sur 2 années. Alors là, ça devient dingue. Et puis surtout, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus ce que je voulais dire. Je suis en plein jet lag. Que le titre, enfin les 20 titres, il va pouvoir aller les accrocher s'il arrive à jouer comme ça quelques années. Enfin, c'était ça, c'était peut-être ça. Je ne sais plus. J'avais un autre truc. Attends, The Voice. Et en plus, il a le bénéfice de l'âge. C'est quand même le C'est ça. Lui, il a plus de temps que les autres. Et Benoît nous demande justement, concernant Federer, qu'avez-vous pensé de son niveau de jeu? Moi, j'ai beaucoup aimé. Après, quand on analyse vraiment le match qu'il fait contre Tsitsipas, moi j'ai adoré ce match. On parlera après de la next gen, donc on ne va pas parler de Tsitsipas, mais c'était super. Mais si on prend quand même les points importants et la manière dont il les a gérés, c'était pas bon. C'est juste ça, mais c'est quand même tellement important. 40 fautes directes en coup droit sur le match. Et ça, c'est colossal. Et c'est pas le Roger qu'on a l'habitude de voir. C'est pas le revers. Il y a eu bon, c'était là que de temps en temps, il y avait du déchet. Mais il y a eu pas le coup droit. Mais le match en lui-même est top. On s'est régalé. C'était vraiment... 12 balles de break, on rappelle. 12 balles de break, Federer. Mais il ne les fait pas. Il n'y a aucune de convertie. Le 2e set, il doit le plier. Le 2e, il doit le plier. Ça doit faire 6-2. On ne doit plus en parler. Et on sent quand même un peu de retenue. Le bras qui tremble un peu. Et finalement, ce coup droit qui ne sort pas bien ou qui sort plutôt dans le couloir à chaque fois. Et j'ai presque l'impression, Arnaud, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que Tsitsipas jouait plus vite que Federer à un moment. En tout cas, il le tenait. Ouais. Il le tenait. Il le tenait. Dans la diagonale en revers. À son propre jeu. Exactement. Boum, il montait. Et il arrivait à varier, à glisser des amortis, à jouer plus court, à monter. Non, mais ça a été fantastique. Plus de 130 points au filet. Ouais. Oh. Après, sur Federer, encore une fois, il ne faut pas l'enterrer. Il sera capable, non pas, je ne crois pas, de revenir numéro 1. Je ne pense pas. En revanche, de faire un coup. Voilà. Et donc, un Wimbledon, pourquoi pas? Un coup. Moi, je crois qu'il sera capable de coups d'éclat. Et donc, d'aller en chercher peut-être encore. Est-ce que la terre battue ne peut pas peser dans son Wimbledon? Je ne crois pas. Non. Je crois que c'est très bien qu'il le joue. Je ne connais pas les raisons exactes pour lesquelles il va le jouer. Enfin, c'est tout ça. Peut-être. Lui, il dit qu'il a envie. Parce qu'il a envie. Et tant mieux pour tout le monde. On est ravis de le revoir porte d'Auteuil à Roland. Je ne suis pas sûr que évidemment qu'il va essayer d'aller au bout, mais je ne suis pas certain que ce soit celui sur lequel il compte le plus. C'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Mais il y a Wimbledon derrière et l'US Open, et il est capable de coups d'éclat encore. Donc attention, il frappe. Et en plus, il aura pour le coup 0 pression. Plus aucune pression, il est de moins en moins attendu. Donc plus il arrivera en quart, en demi, dans le dernier carré, et plus il risquera d'être dangereux. Bon, on verra. On finit sur Djoko. On rappelle donc que c'est peut-être aussi normal qu'il grignote quand même un petit peu la tête et la lucidité de Rafa. Ouais. Puisque donc depuis l'US Open 2013, ils se sont joués 8 fois maintenant sur dur. Pas un set de perdu de la part de Djokovic contre Nadal. Ouais. Donc là, ça commence à faire un peu beaucoup. Ça pèse. Mais malgré ça, on imaginait quand même un duel plus important, un combat en tout cas, sur cette finale.
Ouais, mais on l'a pas eu. Et non, pas du tout. On l'a pas eu. Non, non. Donc, on vous rappelle, 17-7-0 pour Djokovic contre Nadal sur dur. Et qu'est-ce qui arrive là bientôt sur Eurosport? Le Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami, où Djokovic est assez fort en général aussi là-dessus. Sur les 1000, ouais. Ouais, hein. On peut dire ça. Bon, alors, Djoko, d'accord. Et Osaka, alors, donc non. Ah si, non mais Osaka, on n'en a pas parlé. Alors je ne sais pas s'il n'y a pas une question de... Non, on enchaîne sur Osaka. Alors sur Osaka, c'est très simple. Naomi, on rappelle, 3 titres depuis le début de sa carrière. 3 titres. Indian Wells en 2018, l'US Open en 2018, l'Open d'Australie en 2019. Deux grands chelems de suite. Numéro 1 mondial. Bien sûr, et numéro 1 mondial. 21 ans. Ah, elle a que 21 ans. Et on a senti beaucoup de fragilité parfois. Et cette force de caractère de pouvoir, à un moment donné, fermer un peu la porte des émotions pour se reconcentrer et faire abstraction du score, de tout l'environnement. Ouais, et ça, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Parce que sur cette finale, ça a été hyper dur. Et même les matchs précédents, il y a beaucoup de matchs qu'elle gagne 6-4 au 3e. J'aime bien quand tu me tends la perche comme ça, parce que justement, je les ai notés. Souvenez-vous contre Xie, la taïwanaise, au 3e tour. Elle est menée 7-5, 4-1. Effort mental, monumental. Ensuite, au tour suivant, Sevastova en 8e de finale. Elle est menée 1-7-0, un jeu partout dans le 2e set. Balle de break Sevastova. Effort mental monumental. 6-4 au 3e. Pliskova en demi-finale. 3 balles de 2 jeux à 0 dans le 3e et dernier set pour Pliskova. Et qui a encore une possibilité de revenir à 4 jeux partout dans le 3e set en demi-finale. Et Osaka s'en sort. Et puis la finale contre Kvitova, ça a été encore une fois énorme. Puisqu'on vous rappelle, c'est 3 balles de match de Kvitova. Derrière, elle aligne 5 jeux, Kvitova, pour partir au début du 3e set, la course en tête. Et tu te dis, mais elle va jamais. Et puis, si. Ouais. Elle est indestructible. Elle a cette capacité à gérer ses émotions qui est impressionnante en fait. Et c'est ce qu'elle nous a montré avec une maturité assez extraordinaire quand même, parce qu'elle a que 21 ans. Elle te bluffe? Ouais, elle me bluffe, bien sûr. Alors, son tennis, son jeu, ses frappes de balle, sa puissance, on la connaît. Mais on sait aussi que de temps en temps, c'est du cristal. On sent que ça peut quand même dérailler. Et là, à chaque fois que finalement elle sortait un petit peu de ses matchs, elle arrivait quand même très vite, en tout cas suffisamment tôt, à revenir. Alors, attention, c'était quand même border, c'est ce que tu dis. C'est un 7-4-1 contre Xie, c'est un 7-3-0, 4-1, mais elle est plus forte. Et alors, elle l'a même, je crois qu'elle a même dit, j'étais un peu, je me suis focalisé en position, enfin, je me suis mise un peu en mode robot. C'est marrant comme truc, c'est assez étonnant. Donc, je fais le vide. Il n'y a plus rien. Il y a le tennis, le présent, ma frappe de balle, le point. Et je pense qu'à ça. Et réussir à faire ça. Pourtant, elle s'effondre à la fin du deuxième set. Elle s'effondre en finale. On a peur, là. Mais oui, mais elle se reprend. Elle se reprend. Mais c'est ça, en fait. Et c'est ce qu'elle réussit à faire. C'est une force extraordinaire de réussir à faire ça. En vous rappelant aussi jeune. Que donc Indian Wells, en 2018, où elle était 44e joueuse mondiale à Indian Wells l'an dernier, et bah Sharapova. Et bah Pliskova, et bah Alep, la numéro 1 mondiale. Et puis Kasatkina en finale, mais Kasatkina était déjà top 20, elle était 19e. À l'US Open, il y avait eu ce gros match en 8e contre Zabalenka, et puis cette finale complètement dingue contre Serena. Tout ça, elle l'encaisse, elle arrive à s'en sortir. Et encore une fois là, des matchs complètement fous, et elle arrive à gagner. Tu la vois aller où, cette Osaka? Est-ce que tu la vois? Je la vois, elle est numéro 1 mondiale. Non, mais est-ce que. Parce qu'on ne sait pas sur terre battue, tu vois. Est-ce qu'une Naomi Osaka peut gagner Roland Garros? Oui, bien sûr qu'elle peut gagner. Bien sûr qu'elle peut gagner. Je pense que c'est la surface sur laquelle elle se sentira le moins bien. Mais elle peut gagner parce que physiquement, elle tient la route. La preuve, elle a enchaîné les matchs. Mentalement, on n'a même pas besoin d'en parler, tellement c'est costaud aujourd'hui. Et tennistiquement, elle est capable de tenir la balle aujourd'hui. Elle est capable de temporiser un petit peu. Elle est capable de construire ce qu'elle ne faisait pas il y a 2 ans. Avant d'exploser complètement, c'était une joueuse qui frappait très fort, qui était capable de mettre ses adversaires à 3 mètres, mais qui arrosait encore beaucoup. Oui, il y avait beaucoup de déchets. Ouais, ça arrosait énormément. En revanche, service, coup droit, revers, il n'y avait rien à dire. En frappe de balle pure. Mais elle a réussi à construire. Et on va... Non, mais vas-y, j'attendais que tu finisses. Non, j'attendais la question de... Justement, il y a des réactions sur Osaka, j'imagine. Oui, bien sûr. Et Franck nous demande tout simplement si Osaka, ce ne serait pas la nouvelle patronne pour longtemps. Alors, il y en a une qui a déjà fait ça. C'est vrai qu'on ne s'en souvient pas. Alors, est-ce que... c'est vrai qu'elle était un peu partie mentalement. Elle n'avait pas réussi à contenir ça, mais elle avait réussi à remporter ses 2 premiers tournois du Grand Chelem. C'était Jennifer Capriati, certes il y a longtemps, mais elle avait réussi cet exploit-là. Elle était un peu plus âgée, mais elle avait réussi à le faire. Derrière, il n'y a pas eu de confirmation.
Et elle est un peu plongée avec des histoires Bon, un peu... ça a l'air plus stable. Mais là, ça a l'air quand même très très stable. Mais elle va, je crois qu'elle a le jeu pour dominer. Je crois qu'elle a le jeu pour dominer quand même. Enfin, au regard de ce qu'on a vu là sur ces 15 jours, elle a montré quand même qu'elle était forte vraiment dans tous les secteurs du jeu. Il n'y en a pas un qui est défaillant. Je crois et c'est un peu nouveau aussi. Alors, c'est pas juste une surprise, c'est la confirmation d'une victoire à l'US Open. Sa première est monstrueuse, en moyenne à 180 km/h. Sa seconde est quand même très très puissante et bien placée. Coup droit, revers, on parle souvent des garçons qui balancent des ogives à 135, 140, 150 km/h en coup droit, en revers. Elle le fait. Elle le fait. Elle tape plus fort que Serena. À un moment, j'avais un doute, j'ai demandé à Patrick Mouratoglou, il m'a dit, bah oui, si, c'est vrai. Elle tape plus fort que Serena, des fois, en coup droit, en revers. C'est quand même énorme. Serena, c'était l'intouchable en puissance. Et ben, Naomi Osaka est à ce niveau-là. Donc c'est quand même exceptionnel ce qu'elle est capable de faire. Après, en même temps, je trouve qu'elle montre une certaine fraîcheur, un certain détachement même, une certaine distance dans ses matchs qui aussi lui permettent peut-être justement de bloquer un peu ses émotions. Elle a ce truc, je trouve, quand elle est sur le terrain. Oui, elle s'est effondrée, mais je ne sais pas, je trouve qu'elle arrive à prendre du recul et c'est ce qui lui permet, je crois, à chaque fois de reprendre le fil du match. Alors, future patronne, on ne sait pas, la question est intéressante, mais bien évidemment qu'on va la surveiller de près puisque Indian Wells arrive, où elle est tenante du titre, donc bien évidemment que tout le monde va regarder ce que va faire Naomi Osaka, maintenant numéro 1 mondial, et elle-même l'a dit en conférence de presse, ça va peut-être être bizarre la prochaine fois que je vais jouer. Elle a un autre dossard aujourd'hui. Moi, numéro 1 mondial, j'ai pas l'habitude. Donc on va voir la réaction. Enfin, un autre statut. Open d'Australie, Djokovic, Osaka, quand même dingue. Monstrueux. Non, mais c'était énorme. Enfin, on a vu beaucoup de très très beaux matchs. C'était une très très belle quinzaine. Énorme. Donc, on continue, bien évidemment. On ne va pas vous laisser comme ça. On rappelle que si vous voulez gagner, qu'est-ce qu'ils peuvent gagner? Pardon, excuse-moi, Arnaud, s'il te plaît. J'étais dans mes fiches. Déjà dans la concentration, c'est dingue. Tiens, Casquette regarde. dédicacée. Hop, sur la page Facebook, partagez l'émission et puis n'hésitez pas à rejoindre le groupe. Dites à tous vos potes de rejoindre le groupe. Alep, Home of Tennis. Alep, il y a Simone, il y a ça, il y a Simone et, et l'autre on ne vous dit pas. Et surprise. D'accord. Non, ça ce serait pas mal. Et donc, on vous rappelle ce deuxième thème. Moi je l'aime bien celle-là. Ouais. La next gen en Grand Chelem. Alors, est-ce qu'elle va devoir se cantonner au second rôle ou pas? Alors là, je t'attends. On a le droit de dire que c'est encourageant, ce qu'on a vu. On a le droit de dire qu'elle avance, mais on a aussi le droit de dire que je crois que ce n'est pas encore pour cette année qu'on verra un joueur de la Next Gen gagner un Grand Chelem. Ah ouais, en 2019. Ouais. Ah, tu crois pas? Je crois pas. Tu crois pas du tout? Pas du tout. Je peux pas être aussi catégorique, mais je ne crois pas. Alors, quand je vois... Tim ne fait pas partie de cette Next Gen, hein, on est bien d'accord. Hein. Là, on parle de joueurs de moins de 23 ans. Tsitsipas. Ah bah oui, Tsitsipas, Kachanov, Tiafoe, Choric, on est sur ces joueurs. Voilà. Je crois pas. Et n'hésitez pas, il y a The Voice qui regarde tous vos messages et qui nous dit si jamais. Réagissez là-dessus. Quand je vois Nadal et Djokovic, s'ils sont présents en pleine possession de leurs moyens sur les prochains Grands Chelems, en 2019 en tout cas, sur les 3 prochains, je ne crois pas qu'un joueur de la Next Gen puisse les détrôner. Ah, tu me demandes, je réponds. Oui, alors. C'est ce que tu attends, non? On voit Tsitsipas qui bat Federer. Ouais. Sur dur. Mais Federer, c'était pas Nadal et Djoko. D'accord. Après, attention. Après, il faut aller le taper. Hein. Non, mais il s'est surpassé. Il est allé battre son idole. C'était quand même, c'est une performance extraordinaire. Il fait une demi-finale. C'est colossal. Mais c'est vrai que la demi contre Nadal fait mal. Moi, j'ai été surpris de voir Tsitsipas tenir jusqu'en demi déjà. Parce qu'il fait un parcours, encore une fois, vraiment, il faut le féliciter. Parce que je crois qu'il bat Basilashvili. Oui. Un gros joueur qui est dans le top 20, qui cogne très fort des deux côtés. Match piège en plus. Roger, Bautista Agut. Ça, c'est très très fort. Enfin, il me semble que Bautista, qui avait battu lui-même Cilic avant, qui est un joueur qu'il faut aller chercher et avec ses tripes. Parce que c'est un mec qui lâche rien. Oui, mais on rappelle que Agut était cuit de chez cuit. Hein. Il est cuit, mais après, Tsitsipas aussi avait donné. Hein. Il avait aussi beaucoup donné. Donc Tsitsipas en grande progression, mais on sent que c'est quand même sur le fil. Moi, il n'y a pas encore de domination de la part de ce joueur. On sent que ça peut encore flancher de temps en temps. Voilà. C'est encore un peu vert. Là, on parle de Tsitsipas. Ça veut dire que les autres, là, il n'y en a pas un qui... Parce que bon, Tsitsipas, oui, mais... Allez, non, mais on pourrait... Tsitsipas, on vous le rappelle, qui maintenant est 12e. 12e joueur mondial.
Mais ils se suivent là, ils sont 11, 12, 13, je crois, ils sont 3-4 à se suivre. Je vais te le dire tout de suite. Tu as Kachanov 11e. Ouais. Tu as Coric. Kachanov qui perd contre 13e. Bautista, c'est aussi une surprise. On s'attendait plutôt à voir Kachanov gagner ce match, mais finalement, est-ce qu'il n'est pas un peu trop vert encore? Pourtant, je le voyais fort, moi. Je sais, tu m'en as parlé. Ouais, Coric aussi, je le voyais très fort. Tant mieux pour Lucas Pouille, qui a été encore plus fort. Mais... Tiafoe, au forceps, sur tous ces matchs, des gros matchs, enfin voilà, très physique, il s'en sort, mais bon, à la fin, il arrive épuisé. Tiafoe, on rappelle, la perf de Tiafoe, c'est Anderson. Anderson qui était touché au coude. Après, Dimitrov, très belle victoire. Dimitrov, il gagne en 5-7 contre Sepi. Enfin, après, c'est avec beaucoup de courage aussi. Mais est-ce que c'est au niveau, en fait, la question, c'est est-ce que c'est au niveau de Nadal et Djoko? Enfin, on en est quand même loin au regard de ce qu'on a vu. Alors, est-ce que Nadal et Djoko vont reproduire ce qu'ils ont fait là sur tous les prochains? C'est aussi un point d'interrogation. Mais il y a un écart encore qui est important. Est-ce que toi, quand tu jouais, et que tu jouais justement les 5, voilà, le top 5, là, quand tu affrontais le top 5, et que tu perdais la première fois ou la deuxième fois ou dans un tournoi du Grand Chelem, j'imagine que ça te donnait plein d'indications pour après, pour déjà jouer les autres et puis pour les retrouver eux plus tard. Parce qu'on rappelle que Tsitsipas perd contre Nadal, Tiafoe perd contre Nadal, Medvedev fait faire quand même plus de 50 fautes directes à Djokovic et gagne un set. D'accord, ils perdent. Contre Nadal, ils font plus que perdre. Oui. On est d'accord. Oui. Ça ne fait pas 4-7. Non. Ils se font démolir. Okay. Medvedev contre Djoko, il est là, il le pousse. Mais Djoko, je pense, était un peu moins bon jusque-là. Tu le disais, 50 fautes directes, c'est pas que Medvedev qui l'a poussé à mal jouer, même s'il a un jeu peut-être pour l'embêter. T'imagines que Medvedev est celui qui a tenu le plus longtemps contre Djoko. Et Djoko, il a été, sur ses premiers matchs, de temps en temps un peu fébrile. Contre Shapovalov aussi, il perd un set, alors qu'on a l'impression qu'il est très tranquille. C'est dingue, parce que quand tu regardes, tu as Shapovalov qui perd contre Djokovic, tu as Dominor qui perd contre Nadal, Taylor Fritz, on n'en parle pas, mais qui avait battu Gaël Monfils, qui perd contre Federer. C'est vrai que tu as raison, ça semble vert, tout ça, c'est joli, c'est beau. Il y a le dernier dont on ne parle pas, parce qu'il est peut-être plus next-gen alors qu'il est très jeune, c'est Zverev. Mais Zverev, il passe à côté de tous ces grands chelems. Et là, contre Raonic, il fait un match dégueulasse. Il n'en met pas une, mais il fait que des doubles. Enfin, on ne sait pas ce qu'il... Alors, troisième mondial. Est-ce qu'il se met la pression? Est-ce qu'il aborde mal ses matchs? Est-ce que c'est la peur du grand chelem? À un moment donné, il va falloir trouver le moyen de débloquer tout ça. Ah bah oui, mais ça ne se débloque pas. Je crois qu'il y a The Voice qui... Mais Arnaud a commencé à y répondre. Voilà, c'était Jean-Claude qui aussi a rappelé que Zverev, c'était peut-être justement celui qui était le plus attendu, la plus grosse déception, et il emploie le terme pétard mouillé. Ouais. C'est même peut-être un peu plus grave que ça, quoi, parce que là, on rappelle qu'à part son quart de finale à Roland-Garros l'an dernier, et puis même ce quart de finale à Roland-Garros l'an dernier, c'était pas Jojo, il nous a rien démontré, alors que le gars gagne des Masters 1000 sur des matchs en 2-7 gagnants. Il est quand même incroyable en battant Federer, Djoko en finale, enfin du très très haut niveau. Il gagne le Masters, on se dit ça y est, il se débloque le cadenas, là, le verrouillage Grand Chelem. Et puis pas du tout. J'ai eu la chance de les croiser après sa défaite contre Raonic. Il partait vers le Players Lounge avec Ivan Lendl. Il faut dire que le Ivan, il n'était pas content. Hein. Pas content du tout. La réflexion de Terence aussi intéressante qui nous dit le problème de la next-gen, c'est qu'ils ne sont pas assez tueurs. Et que quand ils tombent sur des tueurs comme Djoko ou Nadal, ils doivent surjouer pendant 3-4 heures et ces mecs-là en fait ne tiennent pas sur la durée. Mais après, est-ce qu'on ne devient pas... Est-ce qu'on peut comparer tout ça? Parce que je crois, enfin même si vous vous en rendez compte, mais voilà, on a eu Federer. Nadal est venu au niveau de Federer pour le titiller. Et puis après, tiens, il y a le Djoko qui arrive pour titiller les deux qui étaient déjà des monstres. Sans oublier que Murray, à un moment, l'a fait. Ça lui a coûté une hanche. D'ailleurs, sachez qu'il s'est fait opérer lundi. Ça y est, enfin, une vraie opération de la hanche. Il a sa hanche en métal. Donc, il espère pouvoir, si possible, ne pas s'arrêter à Wimbledon et continuer si la douleur disparaît. Ça, c'est la bonne nouvelle. Wawrinka aussi, qui a réussi, mais lui aussi, il s'est pété un genou. Non mais c'est dingue. Est-ce qu'on peut comparer on est obligé d'attendre qu'ils arrêtent leur carrière, ces trois dingues là, pour que les autres puissent réussir à passer? Non, mais on a besoin aussi d'avoir des références devant pour pouvoir s'élever. C'est ce qu'ils ont fait les uns avec les autres, entre eux. Bien sûr. Entre eux là, ces joueurs dont on parle, ils ont réussi à s'élever. L'impression que c'est tellement unique. C'est unique, mais ils vont s'en servir. Enfin, ces jeunes de la next gen.
justement pour progresser. À chaque fois, tu fais le bilan et tu dis très bien, il me manque ça. Enfin, et Tsitsipas, je pense qu'il a beaucoup progressé grâce à cet Open d'Australie. Enfin, je pense qu'il y a des belles conclusions à tirer. Enfin, alors là, je vais titiller. Très si Tsitsipas doit venir, par exemple, embêter du Rafa, qu'est-ce qu'il faut qu'il travaille? Qu'est-ce qu'il faut qu'il améliore? Khachanov, pourquoi Khachanov n'arrive pas à passer non plus contre ces mecs-là? Pourquoi enfin, Khachanov, s'il a battu Djokovic, mais voilà, il avait atteint. Merci, c'est pas pareil. Mais il avait atteint ses objectifs en plus, Djoko. Je pense que les 2 derniers matchs de l'année dernière. C'est un peu plus calme. Bon, on les compte parce que. Qu'est-ce qui leur manque à ces gars-là? Parce que tu vois, quand on dit ils sont trop verts, c'est un peu fouillis, ça va pas au bout. J'entends sur la question le fait d'être plus tueur tout le temps. Moi, je comprends enfin, ce que veut dire, je sais plus qui. Terence. Je comprends ce qu'il veut dire, parce que c'est vrai que contre ces 2 joueurs, il y a un combat psychologique monstrueux aussi qui doit s'installer. Et très vite, il faut montrer, ouais, mais même au niveau du regard, au niveau du physique, bomber le torse, il faut en imposer pour leur montrer déjà que tu n'as pas peur. Parce qu'ils font peur, mais c'est une réalité. Nadal, je suis convaincu qu'il y a 9 joueurs sur 10 qui avant de rentrer sur le terrain... Nadal, avant de rentrer sur... qui avant de rentrer sur le terrain... sont peut-être un peu terrifiés. Quand même. Oui. Et puis il vous souffle dans la nuque, parce qu'il est juste derrière. Non, mais en se disant, si je ne suis pas au top de ma forme, je vais prendre une fessée, parce que physiquement, ce qui va m'imposer, voilà, je sais que je vais prendre des pains dans la tronche pendant 2-3 heures. Là, il n'a pas joué longtemps sur ces matchs. D'habitude, c'est un peu plus long, mais il vous démolit à 4 partout, et puis après, vous ne le voyez plus. Il s'envole. Là, ça a été très rapide, plus rapide que d'habitude, mais qu'est-ce qu'il leur manque? Il leur manque plus de constance, plus peut-être, en effet, d'instinct de tueur. Il leur manque un moment de progresser. Donc on est quand même dans la faille mentale, quoi. Là, si tu dois montrer un gros truc... Non, mais pas que. Il y a la dimension mentale, c'est sûr. Et on l'a vu, la dimension mentale sur ces 15 jours, on a vu à quel point elle était importante. C'est énorme ce qui s'est passé. Quand on voit Serena craquer, comme elle a craqué. Quand on voit la finale féminine. Quand on voit chez les mecs aussi certains matchs où avec autant de rebondissements. Trop d'émotions. C'est fou. Mais donc, c'est l'enjeu du Grand Chelem, c'est l'enjeu d'aller gagner, d'aller battre des records pour certains. Et tout ça, on doit le prendre en compte. Il faut gérer ça. Et c'est vrai qu'ils le disent, souvent on leur pose la question. Alors, ça a l'air simple comme ça. Ils disent, voilà, il faut être dans l'instant. Djokovic l'a dit encore une fois, j'arrive quand je suis dans la zone, comme on dit, une zone là. Et il dit, je suis dans l'instant. Ouais, moment présent et ne plus réfléchir. Réussir à toucher ça. Clac. Le mec, il ne pense qu'à le coup. Eh bien, essayez. Si vous jouez au tennis, essayez. Sans rien, vous allez voir, c'est compliqué. Mais non, parce que tu es pollué, il y a plein de parasites. Tu as raté plein de choses, tu es approximatif à de nombreuses reprises. Et réussir à faire abstraction de tout ça, du score, de ce qui va se passer, des éléments, enfin du soleil, parce que tu sers avec le soleil dans la tronche. Regardez. Souvenez-vous du match de Tsitsipas contre Federer. Regardez l'attitude de Federer, le regard noir, qui s'énerve, qui s'énerve à sa façon, mais on sent qu'il n'est pas aussi serein, souverain que d'habitude. Alors que Tsitsipas, lui, au niveau du body language, là, du langage du corps, c'est le conquérant, c'est Jésus en short, quoi. C'était dingue ce qu'il était capable de faire. Sur ce match qu'il a montré, c'est très fort. C'était lui le chef. Et à l'inverse, contre Nadal, on voyait bien qu'il n'y arrivait pas. Et que Nadal, c'était lui le patron. Regardez cette finale. Regardez l'attitude, la façon de se comporter de Djokovic, même au moment de la photo, avant de commencer le match, quand ils sont tous les deux au filet et qu'ils font la photo. Il y a Nadal qui est un petit peu crispé, et vous avez Djokovic qui est là, très détendu, très sûr de lui. Ça n'a l'air de rien, mais tout ça, c'est des informations que les autres prennent. Et ça peut être influent. Non, enfin, voilà, il y a plein d'exemples comme ça, quoi. Non, mais Djoko et Nadal ont réduit un peu leurs adversaires à un sentiment d'impuissance sur chaque match. Enfin, moi, c'est ce que, à un moment, je me disais, voilà, il ne peut plus rien se passer, très très vite. Donc la next-gen, non, pas cette année. Pas sur les grands chelems, ils vont... non, mais les grands chelems, on parle des grands chelems. Je crois pas. Puisqu'on rappelle que l'an dernier, moi j'ai voulu regarder parce que je me suis dit, mais attends, on a quand même Tsitsipas en demi, on a Tiafoe en quart, on a Medvedev et Djoric en huitième, Zverev aussi qui est en huitième, qui perd contre Raonic quand même, enfin il arrive en huitième. C'est très faible par rapport à son niveau, mais bon. Et puis après, on a Shapovalov, Khachanov, Fritz dominant au troisième tour. Ok, qu'est-ce qui s'était passé l'an dernier? Souvenez-vous, l'Open d'Australie, super surprise avec 2 demi-finalistes. Kyle Edmund, disparu. Chung, disparu. Mais 2 demi-finalistes next-gen, enfin jeune génération, en demi-finale de l'Open d'Australie. Après, à Roland-Garros, Zverev en quart, sinon rien. Wimbledon,
pas un qui dépasse les huitièmes de finale, et encore la grosse surprise avec Mackenzie McDonald, hein, et à l'US Open, Coric en huitième. Donc, encore une fois, on a envie de se dire, s'il y a quelque chose à faire, c'est peut-être l'Open d'Australie, parce que comme tout le monde n'est pas complètement à 100%, il peut y avoir des surprises. Ouais. Mais alors après, il y a Roland, ou les mecs qui sont chauds patates sur terre. Enfin, bon, après, ça devient très compliqué. The Voice. Oui, on nous demande si les joueurs comme Zverev, par exemple, est-ce qu'ils ont des préparateurs mentaux? Est-ce que les joueurs comme ça de la nouvelle génération ont des gars qui arrivent à les cadrer mentalement? Lui, en l'occurrence, je ne sais pas. J'imagine oui. J'imagine que l'ensemble de ces joueurs, quand même, bossent énormément mentalement. Quand même. Ouais, avec des préparateurs, avec des gens... Zverev, je sais que oui. Kachanov, je ne sais pas. Coric, oui. C'est une femme, d'ailleurs. Ça a l'air de rien, mais je tiens à le préciser, parce que souvent, il y a des joueurs qui ne veulent pas aller se confier à un préparateur mental ou à un psychologue qui soit femme, parce qu'ils n'ont pas l'impression qu'elles vont comprendre les blocages qu'ils peuvent avoir. Apparemment, faut arrêter ce genre de truc, hein, idée préconçue à deux balles, puisque Lendl, par exemple, lui, son déblocage, c'est une psy femme qui lui a permis. Et d'ailleurs, c'est une psy qu'il a refilé à Zverev. Ça ne marche pas pour l'instant, mais bon, c'est toujours l'idée. Et d'ailleurs, Lucas, on va en parler bien évidemment de Lucas. Et ben Lucas a maintenant une préparatrice mentale, vraiment, d'accord. Bon, on est d'accord sur la next gen. Enfin, je ne sais pas si on est d'accord. En tout cas, moi j'ai donné mon point de vue. Toi, tu me rejoins ou pas? T'oses pas? Je vois pas. Non, mais c'est vrai que je vois pas. Vu le niveau atteint par ces gars-là, je vois pas. Et si tu regardes ceux qui ont réussi à choper les intervalles, finalement, c'était quoi? C'était Murray. C'était Wawrinka, Silic, des joueurs, tu vois, enfin d'expérience, des joueurs plus aboutis quand même, il me semble. Donc tu vois, c'est pour ça que je dis c'est encore un peu jeune. Allez, la seule surprise, il faut quand même remonter à loin. Pour moi, c'est Del Potro à l'US Open quand il bat Federer. Et Del Potro, voilà, avait gagné plein de tournois auparavant, mais jamais de grand chelem. Et là, il nous bat Federer qui était injouable à l'US Open à cette époque-là. Bon, il l'avait fait. Pourquoi pas les autres? Pourquoi pas? Mais bon. Il va falloir qu'il gagne bien quand même sur les 6 prochains mois avant d'espérer quand même remporter un tournoi du Grand Chelem. C'est la taille de Zverev, vous voyez. Del Potro, Zverev, tout ça c'est un 98. Voilà, on verra bien. On verra bien, ok? Intéressant, à suivre. Lucas Pouille. J'aime bien ça. Est-il mûr pour s'installer dans le top 10? Est-ce qu'il est prêt, Arnaud, à s'installer dans le top 10 durablement, j'ai envie de dire. Tu vois. Parce qu'on rappelle qu'il le fut, alors très brièvement, l'an dernier, pendant le tournoi de Miami, en plus le tournoi de Miami qu'il n'avait pas joué, il avait réussi à atteindre la 10e place mondiale. Bon, mais on sait qu'il est... Là, il est remonté à la 17e place mondiale grâce à sa place de demi-finaliste à l'Open d'Australie. C'est très bon. Mais on sait qu'il est top 20 depuis l'US Open 2016. Tu vois, il est vraiment... son niveau moyen, c'est top 20, c'est sûr et certain. Top 10 ? Moi je le défends depuis le début, Lucas. Tu le défends ? Je le défends parce qu'on dit que justement, certains pensent que son niveau de jeu, c'est pas le top 10. Ah bah... Moi, je crois qu'il est capable... Alors, non, mais on pose cette question. Moi, je crois... D'ailleurs, pendant que tu réfléchis. J'ai réfléchi déjà. Il a déjà réfléchi. N'hésitez pas, petit sondage, d'accord ? Oui, non. Et on voit, après les interventions et les questions que vous avez posées, on va voir un petit peu vers quoi on se dirige. Je serais curieux. Moi, je crois qu'il a connu une année très compliquée, l'année passée, où il a perdu un peu en détermination, en envie. Et à un moment donné, quand vous allez sur le terrain et que vous avez un peu moins envie, vous ne pouvez pas bien jouer. Ça t'est arrivé ? Bien sûr. Ah ouais ? Bien sûr. Mais c'est humain. Hein. C'est humain, à un moment donné, de se poser plein de questions après des bons résultats, de fléchir un peu et d'avoir un peu plus de mal à aller s'entraîner. Sauf que vous entraînez un peu moins, enfin un peu moins de victoires. Mais pourquoi ? Et la spirale, elle est négative. C'est parce que tu as atteint un niveau et puis tu dis « Oh là là, j'y arrive plus ». Ouais, parce que tu arrives peut-être à un moment donné à une certaine étape, que tu n'arrives pas à passer le cap, que là, lui, avec Emmanuel Planck, avec qui ils ont fait un travail énorme. Le discours passait moins. D'accord. Donc il y a beaucoup de questions, il y a des défaites qui s'enchaînent, la spirale est négative, c'est ce que je dis. Et ça se ressent énormément sur le terrain, sur l'envie derrière, sur même... Enfin, le plaisir que tu prends dans ta vie de joueur. Et c'est lui-même qui en parle très bien, et je trouve que c'est très juste. En revanche, voilà, nouveau discours, nouvelle équipe,
nouvelle envie. Donc, et puis de nouveau, alors il perd sur les premiers tournois, hein, il fait 2 fois premier tour. Et en revanche, ce qui est important, c'est de montrer que lui, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup, qui est capable de travailler beaucoup, qui a une équipe en place autour de lui, qui est capable d'investir beaucoup aussi dans son staff. Ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné d'aller chercher les meilleurs dans chaque domaine pour être le meilleur possible. C'est lui qui est allé chercher, il est allé chercher Amélie Mauresmo. Hein. Sinon, elle ne serait pas venue. Hein. Il a un préparateur physique, il a une préparatrice mentale, oui. Il a un ostéo avec lequel il va. Je veux dire, oui. il met les moyens de ses ambitions. Et je crois que ça, c'est quand même déjà énorme. C'est colossal. Mais est-ce que là, sur ce qu'il a fait sur cet Open d'Australie, où, bon, d'accord, il bat Popyrin en 5-7, il bat Ćorić, belle victoire, il bat Raonic, ce qui est quand même... non, mais il profite, personne ne le voyait trop battre Raonic. Il profite au début d'un bon tableau, faut le dire. Kukushkin, Marterer... Oui, il y a pire quand même. Bien sûr que c'est de son Mais niveau. dans ce cas, tous les matchs sont difficiles, évidemment qu'ils sont Ah oui, mais il en profite quand même. Il n'avait jamais gagné un match à l'Open d'Australie. C'était un déblocage important aussi, ça. Mais donc, très sérieux. En fait, moi, je l'ai trouvé plus que très bon au début, je l'ai trouvé très sérieux. Voilà, très concentré. Et les choses, progressivement, se sont mises en place. Et ça se met en place, notamment, après, contre Raonic, surtout. Là, il fait un match vraiment de bout en bout, très abouti, où il retourne super bien. Ouais, tactiquement aussi. Où il joue juste, il joue juste. C'est très clair, son plan de jeu, son identité de jeu. Et retrouvé à ce moment-là. On sent qu'il n'y a pas les fautes directes qu'il a pu faire l'année dernière où ça part un peu dans tous les sens. Il n'est pas très démonstratif sur le terrain. En revanche, c'est son jeu qui montre s'il est dedans ou s'il ne l'est pas. Et Raonic était dangereux. Et Raonic était dangereux. Et donc, il a réussi à construire, à jouer juste, à attendre la bonne balle et non pas, quand tu es 2 mètres derrière la ligne, de tenter le coup gagnant, ça n'a pas de sens. Donc, il était capable de remettre dans la bonne zone le coup juste à chaque fois pour avancer de nouveau, reprendre l'ascendant. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était très très bon, très bien de ce côté-là. Il n'avait jamais battu jusqu'à présent en plus. Donc bravo, The Voice. Oui, les internautes sont pas très optimistes pour notre Lucas Pouille. Dans le top 10. Ouais, non, ils le voient pas trop s'installer dans le top 10 pour info. Et une question intéressante de Florian qui nous demande est-ce qu'il a changé des choses, donc mis à part son coach, par rapport à la saison dernière. C'est oui quoi. Mais c'est l'envie encore une fois déjà d'y retourner. Mais après dans le jeu en lui-même. C'est le fait de jouer, encore une fois ça paraît banal, mais de jouer la bonne balle au bon moment. Quand tu es perdu, quand tu perds confiance, tu n'es plus lucide. Il y a la balle qui t'arrive dessus, en gros tu sais plus quoi en faire. Exactement. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Sauf que là, en fonction de la balle qui t'arrive, tu sais très bien ce que tu dois faire de nouveau, remettre dans la diagonale ou le long de la ligne en fonction du placement de ton adversaire, reprendre une position qui est la bonne. Et à chaque fois, en fait, c'est comme ça que ça se passe. Mais ça s'appelle la confiance. On en reparle encore. On en a parlé sur la quinzaine, c'est ce qu'on a vu. Oui. C'est la confiance qui fait la différence. Mais pour ça, c'est du travail derrière. C'est beaucoup de répétitions. Tu ne peux pas retrouver cette confiance si tu ne passes pas des heures sur le terrain, si tu ne répètes pas 1000 fois, 100 000 fois les mêmes coups, les mêmes frappes. Et c'est ce qui s'est produit là aujourd'hui. C'est encore une fois le fruit d'un travail très précis qu'il a réalisé ces 2 derniers mois. Des automatismes que vous allez en plus pouvoir répéter, parce que si jamais vous avez de la confiance, vous gagnez des matchs, et donc tout ça se remet petit à petit en place, puis vous jouez les meilleurs, donc vous savez à peu près où vous devez vous positionner par rapport à ces gars-là, et donc tout d'un coup, ça revient bien. Et comme tu l'as dit, pour moi, le maître mot, c'est ça, c'est l'envie. Quoi. Et sa qualité de service. Il faut quand même aussi dire qu'il a très très bien servi. Ouais. Et il reprend 720 points grâce à cette demi. Il prend 720 points alors que... Oui, attends, on va en reparler. Tu vas reparler de ça ? On va en reparler de ça. Attends, il y a encore des questions. Oui, une question de Christian qui nous demande est-ce que Pouille, finalement, il ne lui manque pas un coup fort dans son jeu ? Moi, je trouve qu'il a 2 coups forts. Moi, je trouve que sa qualité de frappe est énorme. Et on ne s'en rend pas compte. Pour le coup, coup droit et revers, il est capable de faire la différence. Et ça, justement, c'est ce qui lui a permis de battre Nadal à l'US Open, de faire des matchs extraordinaires, d'aller gagner des titres, parce qu'il je ne sais pas combien de titres il a déjà, mais mine de rien, il en a gagné quelques-uns, et de faire cette demi-finale, parce que contre Raonic, s'il n'a pas des coups forts, il n'est pas à distance, et contre Ćorić, évidemment. Donc non, ça au contraire, je pense qu'on ne mesure pas à quel point sa balle est lourde et puissante. Si jamais vous avez la chance de pouvoir aller le voir, d'ailleurs, je tiens à vous préciser que les places pour Roland-Garros, ça y est, il y a ouverture de la vente des billets pour Roland-Garros à partir de mercredi 30 janvier, c'est-à-dire là, pour les licenciés. Et pour, que je vous dise pas de bêtises, pour les non-licenciés, ce sera à partir du 20 mars. Donc si jamais vous avez la possibilité d'aller voir Lucas Pouille, essayez justement de bien regarder sa puissance de frappe, que ce soit au service, que ce soit en revers, que ce soit en coup droit.
avec cette petite variation qu'il est capable de faire en plus en revers pour casser le rythme si jamais il y a besoin, avec cette capacité de venir au filet. Beaucoup. Et autant il montait pas très très bien en 2018 parce qu'il était un peu perdu et qu'il choisissait pas le bon coup ou la bonne tactique pour pouvoir le mettre en place. Là, c'était limpide et c'était bien, quoi. Mais c'est ça, ses frappes sont très lourdes, elles le sont tellement que justement, il espère souvent abréger trop les échanges. Et c'est ce qui lui a fait défaut finalement. Ouais. La balle revient, mais il faut qu'il accepte aussi justement que maintenant les joueurs soient d'excellents défenseurs, que la balle revienne un peu et qu'ils soient capables justement de jouer 4, 5, 6 frappes de suite avec ce même volume pour mettre à distance ses adversaires. Mais il les a, les frappes. Et The Voice, par rapport au sondage, là, ça va un peu mieux ou pas? Non, toujours pas. Alors, vous n'y arrivez pas. Alors, je vais vous préciser un petit truc. Parce que, on l'a dit, hein, il est 17e joueur mondial. Je vous rappelle que là, le mois de février qui arrive est très, très important pour lui, puisqu'il avait gagné Montpellier, il avait fait finale à Marseille, finale à Dubaï. Donc, le mois de février, il est archi plein. Et il va aller à Acapulco cette année en plus. Il avait demandé une wildcard pour Acapulco. C'était pas fait de prime abord, mais une demi-finale dans un tournoi Grand Chelem, si vous voulez. Ça vous ouvre des portes. Ça vous ouvre des portes. Ou Nadal sera d'ailleurs. Ou Nadal sera. Ah oui, non, mais c'est du très lourd. Mais à Acapulco aussi, ils mettent des bons billets hein, pour que les meilleurs joueurs viennent. Donc ça aide aussi pour avoir des bons tableaux. Toujours est-il que n'oubliez pas que Lucas Pouille, mois de février dangereux, certes, avait perdu au premier tour à Indian Wells l'an dernier. N'avait pas joué Miami. Avait fait une saison sur terre battue totalement pourrie. Et à part le 3e tour à Roland-Garros où il perd contre Kachanov, c'était Kachanov, hein, je crois, hein, à Roland-Garros. Oui, c'est ça. Il avait perdu au 3e tour à Roland-Garros, à rien. Gazon, autant vous dire qu'il est quand même capable de faire mieux qu'une demi-finale à Stuttgart. Hein, c'est tout ce qu'il avait fait sur gazon. Je ne vous parle pas de son 6 mois américain où, à part un 3e tour à l'US Open, rien. Et puis la fin de l'année, où alors là, il n'était plus du tout, à se demander même s'il n'avait pas fait un petit burn-out, notre ami Lucas, toujours est-il qu'il n'avait pas fait un seul résultat. Donc, à part ce mois de février, et ces 10 défaites au premier tour qu'il avait emmagasinées l'an dernier sur l'ensemble de sa saison, il est, mais alors, 17e, hein, c'est très possible pour lui de se faufiler, vu le résultat de cette soi-disant next-gen avait fait en plus assez régulièrement tout au long de la saison, c'est tout à fait possible que Lucas se faufile, pourquoi pas, jusqu'à la 10e place mondiale. Moi, j'y crois. Hein. Moi, je vous avoue, tu y crois ou pas? Ah bien sûr, moi c'est ce que je dis depuis le début. Justement parce que le fait d'avoir fait demi avec les points, enfin voilà, il va être beaucoup plus léger. Maintenant, il n'a plus tous ses points à défendre, ce qui fait que derrière, en effet, ouais, il a une très très bonne carte à jouer. Avec Amé, dans son coin, Loïc Courteau, avec toute son équipe, et lui, encore une fois, je vais rebondir sur ton mot, l'envie. Il a retrouvé l'envie de jouer, de s'entraîner, de réfléchir, de voir comment il peut jouer ces gars-là, comment il peut les battre, continuer une saison à 100%. Lucas Pouille, moi j'ai envie de voir ce qu'il est capable de faire. Voilà. Si tout se met en place, Lucas Pouille, logiquement, alors niveau moyen, pour moi, il est 15. Donc si il passe un palier, il est 10. Il accroche le top 10. Oui, vous n'allez pas me dire, vous n'allez pas me croire. Gilles Simon, vous l'avez imaginé une fois dans votre vie, 6e joueur mondial? Bon, donc un moment ou un autre, quand tout se met en place, quand la confiance est là et la répétition des matchs le fait, c'est tout à fait possible. Petite réflexion de Franck, du coup, est-ce que tu le vois directement au Master cette année ou pas, Lucas? Là, du coup, c'est pas top 10, là, c'est top 8. Hein. Non, tu peux avoir des blessés. Mais. non, mais t'es 10, voilà, il y en a un qui se blesse. Bon, c'est loin, enfin, c'est chaque chose en son temps. Mais pourquoi pas, bien sûr. S'il y a un objectif là-dedans, bien évidemment, qu'il ne nous le dira jamais, que, je ne sais même pas s'ils en parlent entre eux, mais voilà, je serai à sa place. Je me dis, je vais me défoncer cette année parce que j'ai envie de jouer et compagnie. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est le Masters en fin de saison. Même si dans l'absolu, il y en avait quand même très très loin. Mais pas tant que ça. Petit Masters, ce serait bon. Hein, ce serait bon, un petit Masters. Oui, je pense qu'au niveau de l'ambition, là, il est requinqué quand même. Ah, pas mal. Hein, donc, voilà. Sondage, on a des réponses de Voice ou pas? Non, mais c'est toujours négatif. Hein. Ah, bon, vous y croyez pas? Ouais, mais à 3 fois rien. Vous n'avez pas été assez persuasif. N'oubliez pas qu'on se retrouve tous les mardis à 13h en live Facebook avec vous. Donc, partagez ça. Déjà, si vous partagez là, cette émission, ça va être tiré au sort par le community manager d'Eurosport
Et qu'est-ce qu'ils peuvent gagner? Allez, j'aime bien quand tu une dernière fois. J'adore. Allez, la dernière fois. Celui-là. Casquette à gagner, tirage au sort pour ceux qui ont partagé cette émission là sur la page Eurosport. Et on verra bien qui va recevoir cette jolie casquette. On vous la pose, bien évidemment, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Donc, il y a ça. Hein, donc, tous les mardis à 13h, n'hésitez pas, soyez avec nous sur la page Eurosport et rejoignez le groupe hashtag Move Tennis. Move Tennis, j'adore la maison Move Tennis, c'est bien ça. Donc, on a bientôt Rotterdam, premier 500, Dubaï, Acapulco, Indian Wells, Miami, la saison sur terre battue. Oh. On va se régaler, ça va être le pied total. J'espère que vous avez passé un bon moment dans Deep Impact avec Arnaud Di Pasquale. C'était bien. C'était top. C'était bien. On parle tennis, quoi. À la semaine prochaine. On pourrait faire beaucoup plus long, mais bon, pour l'instant, on se pose. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. Salut.